Dans sa version Marvel Cinematic Universe, Spider-Man est le petit protégé d'Iron Man. C'est Tony Stark qui le débauche, qui le conceptualise ses armures, et qui fait un peu office de figure paternelle. La relation commence dans Captain America Civil War, lorsqu'il a fallu choisir un camp. Team Captain America ou Team Iron Man. Le jeune Peter, sous la demande de Tony, le rejoint. Mais s'il en avait été autrement? Et s'il avait rejoint Captain America? Bon, tout d'abord, remettons les choses dans leur contexte. Au sein des Avengers, une dissension éclate à propos du traité des accords de Sokovie, qui vise à régulariser et mettre sous tutelle gouvernementale les actions des Avengers. Il y a ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. Une division tellement profonde que ces deux camps iront même jusqu'à s'affronter à l'aéroport de Leipzig. C'est d'ailleurs précisément lors de cette confrontation que Tony Stark sort son arme secrète. Spider-Man. Imaginons donc maintenant que Spider-Man n'apparaisse pas aux côtés de Iron Man, mais bien aux côtés de Captain America. Le combat s'en trouve donc très vite quelque peu changé. Spider-Man s'élance et commence par entoiler Black Widow, qui se retrouve alors complètement impuissante. Pendant ce même temps, Ant-Man devient Giant Man et crée une diversion parfaite. Giant Man est ici beaucoup plus dur à gérer pour Iron Man et compagnie, étant donné qu'ici personne n'est là pour le faire chavirer façon AT-AT à la Luke Skywalker. En bref, la diversion fonctionne bien mieux que dans les films, ce qui permet à Captain America et Bucky de s'échapper pour la Sibérie bien plus tôt. La résultante directe, c'est que le combat ne déraille pas avec la chute de War Machine. Le colonel Rhodes garde donc l'usage total de son corps. Très vite et avec l'arrivée des forces de police, le reste de la team Captain America se rend. Ils avaient permis à Captain America et Bucky de s'échapper, et c'est ce qui comptait. Ils ne comptent pas non plus s'en prendre ouvertement aux forces de l'ordre, et préfèrent se laisser arrêter. Ce n'est qu'à ce moment-ci que Peter se rend compte qu'il avait peut-être commis une erreur en rejoignant Captain America. Car si la cause de Captain America lui avait paru juste sur le coup, il s'apprête tout de même à se faire incarcérer pour cela. Et il réalise que son identité va être percée à jour. Que le monde entier saura que Peter Parker est Spider-Man. Que vont en penser ses amis? Que va en penser May surtout? Et sur ce coup, Peter ne manque pas de clairvoyance, même s'il est censé être incarcéré dans une prison hautement secrète et sécurisée, l'information ne manque pas de tomber entre les mains des médias et surtout d'un certain J. Jonah Jameson, qui s'empresse de faire circuler la nouvelle. Alors de passage, pour soutirer des informations sur la localisation de Captain America, Tony Stark lui rend visite. Iron Man le félicite pour ses attributs et capacités, et lui révèle qu'il le suivait depuis déjà quelques temps, et qu'en d'autres circonstances, il aurait pu faire de lui un Avenger. Bon, suite à cela et comme dans le film, Iron Man obtient les informations qu'il veut auprès de Falcon, et le reste est inchangé. Ce qu'il faut retenir de ce Civil War remanié, c'est que l'identité de Peter est connue et que War Machine dispose toujours de jambes fonctionnelles. Suite à son escapade en Allemagne, et sa pseudo-rébellion avec la team Captain America, Peter est assigné à résidence, tout comme Ant-Man et Hawkeye. Il ne peut sortir de chez lui et est surveillé de très près. A noter que le reste de la team Captain America a réussi à s'enfuir grâce à ce dernier, et qu'ils vivent désormais en cavale. Chose dont Peter, Ant-Man et Hawkeye ne pouvaient pas se permettre vis-à-vis de leur famille. Peter a désormais un nouveau statut à gérer, il subit une forte pression médiatique, et en plus de cela, il se retrouve un peu isolé. Du fait de son assignation à résidence, il doit suivre des cours en ligne. Bon, d'expérience, je crois qu'on sait tous ce que cela signifie. Bon Peter s'ennuie, ne peut pas sortir de chez lui, ne voit pas ses amis... Inutile de dire que ses activités super-héroïques sont elles aussi complètement mises de côté, un détail qui n'en est pas un, car cela signifie que pendant ce temps-là, le vautour peut tranquillement continuer son petit marché clandestin de vente d'armes à technologie alien. La criminalité explose dans les banlieues de Queens, et Spider-Man n'y peut rien. Des personnes sont agressées, des banques sont volées, les technologies dont disposent les criminels interrogent et inquiètent les plus hautes instances. Très vite, et après avoir demandé l'expertise de Tony Stark, il apparaît bel et bien que le trafic d'armes aliens soit réel. Le FBI lance une enquête pour démanteler tout ce réseau. Grâce aux caméras de surveillance, à quelques témoignages et à quelques suspects, ils disposent d'assez d'éléments pour pouvoir mener une première offensive. Selon leurs informations, un deal d'armes aliens devrait avoir lieu sur le ferry de New York. Tapis dans l'ombre, les agents du FBI assistent à la scène. Ils écoutent la conversation et prennent des photos. Ils prennent les trafiquants en flagrant délit. Ils obtiennent alors l'autorisation d'intervenir et de les arrêter. Malheureusement pour eux, cela ne se déroule pas aussi facilement. Les trafiquants ne se laissent pas faire et ne manquent pas de répliquer, et cela avec leurs armes augmentées. Les agents du FBI ne peuvent que faiblement rivaliser devant l'étendue de l'arsenal adverse, et encore, ils n'ont rien vu. Une silhouette ailée fait son apparition dans le ciel. Il s'agit du vautour. Le vautour fond sur les agents, les empoigne et les jette par-dessus bord. C'est la panique au sein du ferry. Les gens crient, se bousculent, certains préfèrent même passer par-dessus bord. Le vautour comprend qu'il faut maintenant très vite décamper. Il empoigne ses armes et ses acolytes et décide de partir. Alors en train de s'échapper, le vautour ressent une violente secousse. Il s'agit d'Iron Man, qui le pourchasse et lui tire dessus. Il avait été appelé en renfort par le FBI,
à l'instant même où la situation du ferry commençait à dégénérer. Iron Man le suit à la trace, il ne le lâche pas d'une semelle. Le vautour a du mal à esquiver les tirs d'Iron Man. Ses coéquipiers l'handicapent, l'empêchant de manœuvrer correctement. Tony Stark arrive à faire mouche et touche le vautour sur son aile droite, ce qui le déstabilise grandement. C'en est trop pour le vautour, ses coéquipiers le gênent trop, il décide donc de s'en débarrasser afin de s'assurer une plus grande amplitude de mouvement. Il lâche ses partenaires et retrouve sa liberté de mouvement. Il se retourne soudainement et envoie une décharge électromagnétique à Iron Man. La décharge a le don de griller momentanément les fonctionnalités de l'armure. Iron Man s'écrase donc dans l'eau aux côtés des deux coéquipiers du vautour. Il croit ses deux anciens partenaires morts et profite du moment de calme pour définitivement s'échapper. Lorsque l'armure d'Iron Man retrouve ses fonctionnalités et qu'il ressort de l'eau, le vautour est déjà très loin. Cependant, Tony entend un petit clapotis sur sa droite, comme si quelque chose se débattait pour sortir de l'eau. Il s'agit de l'un des partenaires du vautour, qui malgré la très longue chute, avait survécu. Évidemment, l'individu est sauvé par Tony Stark avant d'être cuisiné et assailli de questions par le FBI, afin d'en savoir plus sur le vautour. Après s'être fait trahi, le malfrat est plus qu'ouvert à l'idée de coopérer avec la police. Il leur fournit de nombreux détails sur les intentions du vautour, ainsi que son identité. Adrian Toomes est donc arrêté le lendemain à son domicile et est condamné à la prison. Devant sa famille, il n'ose entreprendre quoi que ce soit et se laisse prendre en charge par la justice. C'en est terminé du vautour. Peter est toujours chez lui lorsqu'il apprend la nouvelle. Le temps lui paraît long et cela lui démange de remettre son costume, même s'il sait que plus rien ne sera jamais comme avant, du fait que son identité ait été dévoilée. Heureusement pour lui, il ne lui reste que quelques semaines à rester enfermé chez lui, son assignation à résidence s'apprête à prendre fin. On ne sait pas trop encore ce qu'il compte faire une fois remis en liberté. Rester la petite araignée sympa du quartier, se rabibocher avec Iron Man, se concentrer sur sa vie personnelle, Peter Parker ne sait pas trop quoi faire. Sa reprise du lycée est assez surprenante. D'une part, il est content de retrouver un semblant de vie sociale, mais d'une autre part, l'on ne cesse de le bassiner avec le fait qu'il soit Spider-Man. Photo, vidéo, question, le jeune Peter peine à gérer sa nouvelle notoriété, même s'il sait qu'il peut solidement compter sur Ned pour l'épauler. Les jours se suivent et se ressemblent, jusqu'à ce qu'une étrange intuition survienne à Peter. Alors en sortie scolaire, son sens d'araignée s'excite. Il s'agit du vaisseau des enfants de Thanos, qui fait son apparition en plein New York. Peter se presse, enfile son costume, et part discrètement voir ce qu'il se passe. En se rendant sur place, il rencontre Tony Stark, ainsi que Doctor Strange, en train de combattre d'étranges aliens. Spider-Man se presse et vient leur apporter son aide. Il sauve même la vie de Tony Stark. En voulant empêcher les aliens de partir avec Doctor Strange, Spider-Man se fait embarquer sur la carlingue du vaisseau depuis laquelle il est bloqué. Il lui est impossible d'accéder à l'intérieur du vaisseau. Ce dernier poursuit son chemin, monte en altitude, et le manque d'air se fait sentir. Spider-Man perd connaissance et tombe dans le vide. Tony Stark, initialement parti pour monter à bord du vaisseau alien, se voit obligé de détourner son chemin pour sauver le jeune Peter de la chute. Ici, Stark ne dispose d'aucune nouvelle armure pour lui sauver la mise. Le vaisseau des enfants de Thanos file alors dans l'espace, avec son bord Doctor Strange, complètement impuissant, et la gemme du temps. À terre, Peter reprend connaissance, et comprend que Tony lui a sauvé la vie. Tony n'est d'ailleurs pas tendre avec lui. Il lui avait donné l'ordre de ne pas rejoindre le vaisseau, et Peter avait tout fait capoter. Par sa faute, les enfants de Thanos s'étaient emparés de la gemme du temps, même si encore aux mains de Doctor Strange. Tony est perdu et ne sait que faire, tandis que Peter se sent honteux et coupable. La vie de combien de personnes son insubordination allait-elle coûter? Tony se dit que la situation est critique, et que la meilleure chose à faire pour le moment est de réussir à contacter Captain America. Pendant ce temps, Doctor Strange se fait torturer par Mo, qui lui fait souffrir des sévices inimaginables. Mo tient absolument à récupérer la gemme du temps, alors encore détenue par Strange. Ce dernier profite d'un moment de calme où Mo le laisse tranquille pour visualiser les possibles futurs qui se tiennent devant lui. Son constat est sans appel, il a tout intérêt à donner la gemme du temps à Mo. Aussi, il feint ne plus pouvoir supporter les douleurs occasionnées par son tortionnaire, et décide de lui donner la gemme. Mo est alors satisfait, et laisse un peu de répit à Strange. Il se met en route vers Titan, où il est censé retrouver son maître Thanos, afin de lui donner la gemme. Mo se pose et attend alors son maître sur Titan, mais à peine posé et sorti, il se fait prendre en embuscade par un groupe d'assaillants, les Gardiens de la Galaxie, alors composés de Star-Lord, Mantis, Drax et Nebula. Malheureusement pour eux, ils ont sous-estimé les facultés de leur adversaire. Ils ne parviennent ni à l'atteindre, ni à le toucher, ni à quoi que ce soit. Les pouvoirs magiques de Mo sont bien trop puissants pour eux. Ils ne peuvent rien faire si ce n'est rencontrer une mort certaine. Mo attend alors patiemment son maître, les corps de ses victimes gisant à ses côtés. Lorsqu'il arrive sur Titan, Thanos est satisfait du travail réalisé par Mo. La gemme du temps en main, il repart aussitôt vers sa prochaine destination, le Wakanda sur Terre, où il s'apprête à récupérer la dernière gemme. Thanos arrive donc au Wakanda, alors en pleine guerre. Le déroulé se retrouve assez similaire que dans le film, et cela même si ici Iron Man et Spider-Man combattent aux côtés des autres. Aurait-il vraiment empêché Thanos de s'emparer de la gemme de l'esprit? Non. Les Avengers ne parviennent donc pas à empêcher Thanos de s'approprier les pierres et de réaliser son snap. Ainsi, près de la moitié d'entre eux, et des habitants de cet univers disparaissent. Mais ne vous en faites pas, ceux qui survivent, ce sont les mêmes que dans Avengers. Alors oui, la probabilité pour que cela arrive aussi dans notre version, vu que chaque Avengers a une chance sur deux de disparaître, est minime. Mais comme le snap est aléatoire et que le changement de base de ceux-ci n'a aucun impact dessus, on préfère regarder les résultats du film pour éviter que ça ne s'éparpille trop. Ce qui nous intéresse ici, c'est Spider-Man, et surtout les films Spider-Man. Imaginez 2 secondes que l'on simule réellement aléatoirement qui survit et qui meurt. Bon,
Péril survit, un péril meurt, on est d'accord. Bon, je viens de terminer le tirage au sort là. L'équipe donc qui a été tirée au sort. Winter Soldier, Falcon, Drax, Mantis et Hawkeye. Bon. Bon bref, du coup, malgré quelques pertes du côté des Canadiens Galaxy, les Avengers arrivent à vaincre Thanos de la façon que l'on connaît déjà, et que l'on voit déjà dans Endgame. Black Widow meurt, Captain America se retire, Thor s'en va, Tony meurt, blablabla, vous connaissez la fin du film. Ce qui nous intéresse, c'est la suite, avec Spider-Man Far From Home. Car dans notre version, Peter n'est pas aussi cher à Tony que dans les films. La grande question, c'est à qui revient donc les lunettes Edith? Dans les films, elles reviennent à Peter, car il pense qu'il est le plus à même. Ici, dans notre histoire, ces lunettes reviennent à Pepper. C'est elle qui est en charge de trouver le digne successeur de ces lunettes. Et très vite, quelqu'un se démarque assez nettement du lot. Le colonel Rhodes. Il a épaulé Tony de longues années, et est désormais un des piliers des Avengers, et bénéficie d'une excellente expérience militaire. Selon Pepper, il serait logique qu'elle lui revienne. Rhodes est gêné et ne se sent pas de taille à accepter cette charge. Il sait qu'il ne sera jamais à la hauteur de Tony Stark, qu'il est irremplaçable. Il accepte l'offre de Pepper à contre-cœur. Peter Parker retrouve lui sa vie, on ne peut plus banale. Il est excité à l'idée de se rendre en Europe, en voyage scolaire. Il a prévu tout un tas de choses comme séduire MJ, la fille dont il est amoureux. Sacré programme en perspective. A noter aussi qu'il se permet de ghoster les appels de Nick Fury, il ne sait pas ce qu'il veut, et ne tient pas à le savoir. Et pourtant, Nick Fury a besoin de lui pour combattre de nouvelles menaces, car les élémentaux surgissent d'un peu partout et font de sérieux dégâts. Heureusement qu'un nouveau super-héros semble être apparu sur Terre, un individu doté d'étranges pouvoirs et d'un bocal en guise de tête. Il s'agit de Quentin Beck et ce n'est pas un super-héros. Comme vous le savez sûrement, Quentin Beck, ou Mysterio dans le film, est un imposteur, un faux super-héros qui utilise une technologie de drone holographique pour faire croire à tous qu'il combat de puissants ennemis. Les élémentaux ne sont que des projections holographiques en réalité. Il recherche la notoriété et la reconnaissance. Bref, c'est un usurpateur qui dans les films veut se rapprocher de Spider-Man afin que ce dernier lui donne Edith, ce qui lui donnerait ainsi la possibilité de contrôler encore plus de drones et de passer encore plus pour un super-héros. Comment sait-il que Spider-Man dispose de Edith? Grâce à elle, une informatrice. Et c'est à partir de tout ça qu'il met en branle son plan de faire apparaître des faux monstres en Europe pour se rapprocher de Peter Parker pour qu'il puisse lui filer les lunettes. Ça veut dire que si c'est Rhodes qui dispose des lunettes, eh bien Mysterio va faire apparaître tous ces monstres aux États-Unis, plus du côté de New York. Enfin Mysterio. Du coup non, car c'est le nom que lui donnent les Italiens à Venise dans Far From Home. Là, comme c'est aux États-Unis, il s'appellerait Mystery Man ou Ballhead. J'aime bien Ballhead. Bon, en résumé, Peter passe de bonnes vacances en Europe, et n'est pas débauché personnellement par Nick Fury, puisque là les élémentaux vont surgir du côté des États-Unis, à New York plus précisément, aux abords de la tour Stark. Non, du coup Oscorp, le Baxter Building. On n'en sait rien encore, on bosse pas chez Marvel Studios, on n'a pas encore les infos. Bref, une puissante masse se matérialise et sème le chaos dans toute la ville. Elle englobe tout ce qui bouge, telle une tornade. Devant le chaos régnant en ville, War Machine intervient pour essayer d'enrayer la progression de la tornade. Mais rien à faire, car il est très compliqué de se battre contre le vent. War Machine se prend une violente bourrasque et est projeté au sol. Alors complètement immobilisé dans une ville aux abois, le colonel Rhodes perçoit comme un flash vert émanant au-dessus de lui. Il s'agit de Mysterio qui rejoint le combat Ballhead, on a dit. Ballhead. Ballhead rejoint le combat et met une raclée à la tornade. Il arrive à contenir l'énergie de ces dernières et même à la résorber. Quentin Beck est salué en héros par tous. Il avait sauvé War Machine et New York. Nick Fury en profite pour introduire Quentin Beck auprès des Avengers. Il leur raconte qu'il provient d'une autre dimension, d'une autre planète Terre. Bref, il leur raconte le même charabia que dans les films. Tous sont touchés par son histoire et ne la remettent pas plus que ça en cause. Beck continue donc son opération de séduction. Il veut à tout prix que l'on lui refile les lunettes Edith, et il sait que le colonel Rhodes en a le pouvoir. Pendant de nombreux jours, il sympathise avec le colonel Rhodes. Ils deviennent même amis. Un soir, alors qu'il passe une bonne soirée, Rhodes ne peut s'empêcher de dire à Beck qu'il lui rappelle un peu Tony. Dans sa vision du monde, son assurance, il a constamment l'air de savoir ce qu'il veut et ce qu'il faut faire. Quentin Beck marque un temps d'arrêt, comme ému par les dires de Rhodes. War Machine ne comprend pas bien sa stupeur. Beck reprend ses esprits et révèle à Rhodes que ce qu'il lui a dit l'a beaucoup touché. Il lui révèle que dans sa dimension, il avait été très proche de Tony, qu'il voyait en lui le modèle ultime. Il n'avait pas osé en parler tout de suite, de peur de la réaction des autres. Rhodes est abasourdi par cette nouvelle, et Beck en rajoute. Il sort de sa poche un petit écran et lui montre des images où il apparaît dans son ancien monde en compagnie de Tony Stark. Beck ajoute que Tony avait toujours été là pour lui lorsque sa famille avait disparu, qu'il l'avait aidé à combattre les élémentaux. Mais ce souvenir serre le cœur de Beck, car malgré tout ça, lui n'avait pas réussi à sauver Tony d'une mort certaine. Rhodes est ému par le témoignage de Beck. Il voit en lui le digne successeur de Tony Stark, celui qui saura guider les Avengers. Rhodes propose et tend les lunettes Edith à Beck. Beck feint de ne pas en vouloir, car bien sûr, il les veut. Toute cette histoire c'était du flan, de la pure invention, de la manipulation. Après une énième demande de Rhodes, Beck s'empare des lunettes, et de la technologie Edith.
Beck n'a alors plus qu'une idée en tête, utiliser l'énorme arsenal de drones auquel il a désormais accès, pour se mettre en scène et apparaître aux yeux du monde entier comme le plus grand héros de tous les temps. Pour cela, il lui faut un endroit digne de la menace, un lieu clinquant à la hauteur de l'événement, connu de tous. Et c'est ainsi que Ballhead compte effectuer tout cela à Londres, sur le Tower Bridge. Nick Fury s'inquiète, il voit les signes d'une apparition d'élémentaux à Londres. Immédiatement, il avertit Beck et le reste des Avengers. Beck accourt, mais les autres ne peuvent pas intervenir. Et pourquoi ils ne peuvent pas intervenir ? Ouais, je sais pas, ils ont pas l'air très concernés. Hein. Bah oui, mais pourquoi alors ? Cependant, en voyant que la menace prend corps à Londres, Fury ne perd pas espoir et pense qu'il y a bien quelqu'un qui pourrait venir en aide à Quentin Beck. Le jeune Peter Parker, qu'il tient en voyage scolaire non loin de Londres, à Paris. Peter passe un super moment en Europe. Il a réussi à se rapprocher de MJ et compte bien se lancer et lui avouer ses sentiments depuis le haut de la tour Eiffel. Au moment de rentrer dans l'ascenseur menant au dernier étage, en compagnie de MJ, Peter se fait bousculer. L'ascenseur se remplit sans lui et il se voit obligé d'emprunter celui d'à côté. L'ascenseur ne bouge pas et il est rejoint par Nick Fury en personne qui lui intime avoir besoin de lui. Peter est dégoûté, c'était son grand moment avec MJ, mais il comprend l'urgence de la situation et décide de partir et suivre Nick Fury. Le Shield l'emmène donc à Londres, où il fait connaissance de Ballhead. À deux, il se prépare pour faire face à une attaque d'ampleur. L'attaque ne se fait pas attendre. Les signaux s'excitent et très rapidement une énorme masse nuageuse surgit au-dessus du Tower Bridge. Spider-Man et Ballhead s'élancent pour lui faire face. Les dégâts matériels sont importants, Peter se charge de sécuriser la zone et d'évacuer le plus de monde possible, pendant que Ballhead fait face seul à la menace. La confrontation est rediffusée partout dans le monde, sur toutes les chaînes de télé et sur les réseaux sociaux. La terre entière assiste aux prouesses et surtout au triomphe de Ballhead. Il avait presque à lui seul réussi à contenir et éliminer la menace. Peter n'obtient qu'une toute petite partie du crédit, qui est attribué à Ballhead. La ville est sauve, mais les dégâts ont tout de même été importants. On apprend aussi dans les journaux la malheureuse disparition de Nick Fury, victime collatérale des combats. Évidemment, tout cela, il n'en était rien. La menace n'avait été que fictive. Elle avait servi de couverture pour Ballhead, pour faire éliminer discrètement Nick Fury, tout en s'attribuant les louanges de la Terre entière. Désormais propulsé au panthéon des super-héros, qui va bien pouvoir remettre en doute les aptitudes et les pouvoirs de Ballhead ? Quentin Beck s'impose définitivement comme le nouveau leader charismatique des Avengers. Et c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à commenter, à nous suivre sur Twitter, Instagram, et on vous dit à la prochaine.